Bonjour et bienvenue dans Salute et Biohacking. Je suis Vanessa Bertinotti et aujourd'hui je vous invite à un voyage un peu particulier, un voyage intérieur. Dans ce podcast, vous le savez, on parle santé, prévention, potentiel humain, mais aussi de conscience, de perception, de liens invisibles entre le corps et l'esprit. Et l'épisode d'aujourd'hui touche à tout cela. Notre invité est le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur et chercheur reconnu pour ses travaux sur les états modifiés de conscience et les expériences de mort imminente. Depuis plus de 20 ans, il explore un territoire passionnant, celui qui se trouve entre science et spiritualité, entre le mesurable et l'indicible. Grâce à son approche à la fois rigoureuse et accessible, il a su ouvrir un espace de dialogue autour de questions aussi essentielles que la vie, la mort, la conscience et ce qui pourrait exister au-delà. Avant de commencer, je vous rappelle que les contenus de ce podcast sont uniquement informatifs et ils ne remplacent jamais un avis médical personnalisé. Jean-Jacques, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. Je suis très heureux d'être là. Merci. Pour commencer, peux-tu nous raconter le moment où l'hypnose est entrée dans ta vie professionnelle? En fait, l'hypnose pratiquée en anesthésie a été le moyen de faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai étudié pendant des années les expériences de mort imminente, que je préfère appeler expériences de mort provisoire, puisqu'on sait maintenant que le cerveau fonctionne plus au moment où ça se déclare. On le sait depuis les travaux de De Vries et Becker qui ont été publiés en mars 2001. Donc ça fait un petit moment qu'on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a déjà un électroencéphalogramme plat, autant dire une mort clinique. Donc j'ai étudié tous ces témoignages, des centaines de témoignages pendant toutes ces années. Ça fait beaucoup, puisque ça fait plus de 35 ans que je m'intéresse à ça. Et j'ai précisément voulu faire ce métier d'anesthésiste réanimateur pour étudier ces expériences de mort imminente. Et je me suis aperçu qu'il y avait un point commun. Les personnes qui vivaient ces expériences étaient totalement dégagées des angoisses de la mort, de leur propre finitude, des angoisses de leur propre finitude, et aussi soulagées par rapport aux souffrances du deuil. Donc l'idée, c'était de se dire, mais c'est quand même dommage de devoir vivre des arrêts cardiaques pour en arriver à un tel apaisement devant la mort, évidemment. Ouais. Donc, est-ce que si on ne faisait pas, suggérait pas ces expériences sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? C'était ça le début de ma quête, et c'est pour ça que je me suis formé, puisqu'en étant anesthésiste réanimateur, on peut facilement se former à l'hypnose, mais pas à l'hypnose de Mesmer, bien sûr, ni l'hypnose de rue. C'est une hypnose bien particulière qui permet d'avoir une hypnose profonde qui met les patients dans un état où l'analyse de la douleur ne se fera plus. Et c'est comme ça que j'ai pratiqué des anesthésies sous hypnose en bloc opératoire pour opérer des cataractes, des varices et des thyroïdes. Mais dans mon idée, c'était faire autre chose de l'hypnose, c'était suggérer ce voyage des expérienceurs et voir s'ils n'auraient pas les mêmes avantages que lors des arrêts cardiaques. Et cette intuition était bonne, puisque j'ai débuté ces ateliers d'hypnose collective à Québec et Montréal en 2014. Et puis ensuite, ça a pris beaucoup d'essor parce que ça fonctionnait et les médecins m'ont adressé leurs patients parce qu'ils ont vu certains de leurs patients qui d'eux-mêmes avaient participé à ces ateliers et qui en tiraient ces avantages. Donc du coup, certains étaient méfiants et ont voulu eux-mêmes faire l'expérience et ils ont vu que j'étais pas complètement flyé, que j'étais pas un gourou ni que sais-je. Et donc ils m'ont adressé en toute confiance leurs patients et avec des résultats tout à fait probants. C'est Voilà. fascinant. Et tu proposes justement des séances d'hypnose collective. En quoi cette approche est-elle différente de l'hypnose individuelle? Y a-t-il selon toi une forme de résonance collective qui peut amplifier les effets? Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'hypnose individuelle a des avantages. On peut faire de l'hypnose conversationnelle et s'adapter davantage aux patients. Oui. Mais là, ce sont des hypnoses collectives. Donc ce sont des ateliers
qui sont en général sur 45 personnes, mais je fais aussi des hypnothérapies de groupe beaucoup plus importantes au niveau du public, puisque je fais ça aussi dans les cinémas où il y a 300, 400 ou même 500 personnes qui sont mises sous hypnose pour avoir la possibilité de recueillir les énergies du groupe, les égrégores que l'on forme lorsqu'on est nombreux, c'est beaucoup plus important que quand on est 45. Donc c'est deux choses différentes, mais c'est toujours l'hypnose de groupe que j'ai fait. J'ai jamais fait à titre individuel, si pour des personnes que je connais comme ça, mais c'est tout à fait anecdotique parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour en tirer des conclusions. Mais sur les hypnoses de groupe comme ça, il y a beaucoup de résultats probants. Et d'ailleurs, j'avais déposé un dossier au comité d'éthique de Toulouse, accompagné d'un avocat spécialisé dans l'éthique médicale pour faire reconnaître cette thérapie comme une thérapie émergente, certes, mais tout à fait probante et tout à fait efficace. Et cette étude le montrait clairement, hein, effectivement. Et j'avais fait ça sur les conseils du conseil de l'ordre des médecins qui m'avaient dit vous pouvez pas exercer cette spécialité qui n'est pas reconnue en continuant à exercer la médecine. Donc il vous faut demander au comité d'éthique de Toulouse l'autorisation de faire ces ateliers pour les faire reconnaître comme une thérapie. Ok. Bon, à l'époque, j'étais naïf, je ne savais pas que tout ça a été corrompu par des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Et bien sûr que cette autorisation que j'ai demandée en 2016, pardon, eh bien, j'attends toujours l'autorisation de commencer l'hypnose. Donc, j'ai bien fait de passer outre cette recommandation. Et c'est pour ça que j'ai eu autant d'embêtements. Il suffit de taper mon nom sur Internet pour voir toutes les attaques déloyales que j'ai subies, mais qui n'ont eu qu'un seul effet, finalement, un effet positif, parce que ça m'a donné une publicité que je n'aurais certainement pas eu s'il n'y avait pas eu toutes ces attaques avec des mots dans le Figaro, dans le Parisien, dans la Dépêche, enfin, avec des gardes à vue. Enfin, ça a été vraiment dur pour ma famille, et pour moi aussi, évidemment, mais surtout pour ma famille. Et moi, j'étais malheureux par rapport à ma famille, parce que quand on a son papa, par exemple, en photo sur la Dépêche, qui est le quotidien à la mode de ma région, en disant, voilà... garde à vue, charlatanisme, etc. Ça fait pas plaisir. Et en fait, ça a eu l'effet inverse parce que les gens ont vu qu'il y avait une espèce de bashing sur ma personne, que je ne faisais de mal à personne, au contraire, je faisais du bien. Et donc, ils ont bien compris. Et encore, la Covid n'était pas passée par là parce que là, les masques sont tombés pendant la Covid où on a vu que tout était corrompu par des conflits d'intérêts orchestrés par le cartel des fantassins de Big Pharma. Enfin, moi, je les appelle comme ça parce que, évidemment, qu'on n'allait pas faire la publicité indirecte d'une thérapie qui non seulement ne consomme pas de médicaments, mais qui en plus fait baisser la consommation de psychotropes, puisqu'en France on a un triste record, c'est celui de la consommation de psychotropes par habitant, avec 15 millions de boîtes d'anxiolytiques vendues par an, c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est pour cela que les chiens à bois, les caravanes a continué à passer, et puis ça l'a accéléré, au contraire. Ça m'a donné un formidable coup de pouce, toutes ces attaques, parce que comme dit Jacques Séguéla, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise publicité, il n'y a que de la publicité. Et il y a eu un véritable déclencheur à partir de ce bashing sur ma personne. Et il y a eu un énorme élan de solidarité à travers mon action, puisque devant les faits, on ne peut pas les contredire. Les faits sont là, les résultats sont là, et ça, on ne peut pas mettre un chapeau dessus en disant ça n'existe pas. Voilà. En gros, pour situer les choses. Merci. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de pratiquer la médecine? Donc, tu as dû arrêter de pratiquer la médecine. Oui, alors là, j'ai arrêté. J'aurais pu continuer, puisque là, j'avais eu une période d'interdiction qui est maintenant révolue depuis 2 ans. Et j'aurais pu reprendre mon métier d'anesthésiste réanimateur, mais j'en ai pas du tout envie, parce que ce que je fais là, c'est beaucoup plus utile que ce que je fais dans mon métier d'anesthésiste réanimateur, puisque mon métier d'anesthésiste réanimateur, il y en a beaucoup qui le font, tandis que ce que je fais, il y en a très peu. Je suis a priori le seul à le faire. Bon, il y a d'autres approches, mais qui sont totalement différentes de celles que je fais. En tout cas, les résultats que j'obtiens dans ces ateliers d'hypnose, c'est une révolution copernicienne, vraiment, sur le fonctionnement de la conscience, parce que jusqu'à présent,
on pensait que la conscience était fabriquée par le cerveau, que le cerveau était le centre de la conscience, comme autrefois on pensait que la Terre était le centre de l'univers et que le Soleil tournait autour de lui, eh bien, autour d'elle. Eh bien, c'est la même chose avec la conscience et le cerveau actuellement. Les résultats que j'obtiens montrent que ce n'est pas le cerveau qui contient toutes les informations, puisqu'il y a des informations qui surgissent en hypnose qui sont totalement inconnues par celle ou celui qui en bénéficie et qui sont vérifiées après comme étant réelles. Donc, c'est aussi une révolution copernicienne par rapport au fonctionnement de l'hypnose, puisque jusqu'à présent, mes anciens confrères, Freud, Jung, Erickson, tous pensaient que les informations étaient stockées quelque part dans une des mémoires du cerveau, que l'hypnose était une occasion de les mettre en exergue et que il n'y avait pas d'informations extra-neuronales. Et là, on a des multiples raisons de penser que les informations ne sont pas dans le cerveau. Par exemple, je crois qu'il faut être précis. En donnant des exemples, Oui. une jeune femme vient à mon atelier, voit sa maman décédée, et sa maman décédée lui informe qu'elle a sous son imprimante, une étoile de mer séchée. Voilà. Et elle vérifie l'information qu'elle ignorait totalement. Donc ça, c'était pas stocké dans son cerveau. Quand on a des futurs potentiels annoncés et qui sont ensuite validés, ça non plus, c'était pas dans le cerveau. Il y a des choses amusantes. Par exemple, dans un de mes ateliers, il y a un couple qui vient. Pour la dame, c'était la deuxième fois qu'elle faisait la séance, et pour le monsieur, c'était la première. Et pour cause, elle avait rencontré cet homme dans sa première hypnose. Alors, elle l'avait jamais vu de sa vie, elle l'avait jamais rencontré, mais elle était tellement sûre d'elle, elle était tellement sûre que c'était la bonne personne, il fallait qu'elle le soit pour faire ce qu'elle a fait, que quand elle l'a vu arriver dans une boulangerie 2 mois plus tard, elle est allée l'accoster en lui disant « Monsieur, vous êtes l'homme de ma vie, je vous ai vu sous hypnose ». Et ça a marché, puisqu'ils sont arrivés main dans la main tous les deux en atelier. Donc ça montre bien que les informations ne sont pas dans le cerveau, puisque elle n'avait jamais vu cet homme. Et puis il y a aussi ce que j'appelle les médiumnités croisées. Il y a par exemple des participants dans la même séance qui voient apparaître un défunt, et ce défunt ne leur dit absolument rien, tant sa description physique que son prénom. Et ça parle à un autre participant, comme si l'entité n'avait pas pu toucher sa cible et s'était servi d'un autre participant pour donner l'information. Donc là aussi, c'est bien la preuve que les informations sont extra-neuronales. Quand on a un participant qui voit apparaître un défunt totalement inconnu et qui le reconnaît plus tard sur une photo d'un ami, tout ce que je dis, c'est arrivé, hein, qui a précisément ce défunt dans sa famille, ça aussi, c'était pas dans son cerveau, il n'avait jamais vu la personne. Il y a tout un tas alors, c'est pas scientifique, c'est pas une démonstration scientifique, c'est un faisceau de présomption qui rend une intime conviction. Ça peut pas être scientifique. Il y en a qui s'acharnent à essayer de prouver les choses de façon scientifique, mais on n'a pas les outils. On n'a pas les outils scientifiques pour mesurer tout ça et pour appréhender tout ça. Ça dépasse totalement toutes les mesures qui peuvent être faites. C'est quelque chose qui déborde largement le cadre scientifique. Et il faut avoir l'humilité de dire que il y a des choses qui existent et qui ne peuvent pas se démontrer scientifiquement. Parce qu'en gros, actuellement, malheureusement, c'est très restrictif. Pour qu'une chose soit reconnue, il faut qu'elle soit scientifique. Il faut qu'elle soit scientifiquement prouvée. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que pour qu'une chose soit utile, il faut qu'elle soit, démontrée par les exemples, par les témoignages, etc. Pour que ça soit scientifique, il faut que ça soit mesurable et reproductible. Or, il y a tout un tas de choses qui ne sont ni mesurables, ni reproductibles. Absolument. La création de l'univers, l'amour, tout ça, on ne pourra jamais le mesurer. On ne peut pas reproduire non plus le Big Bang. Pourtant, tout ça a existé. Donc voilà, et il faut avoir l'humilité de dire on ne comprend pas. Et face aux expériences de mort imminente, il n'y a que 2 solutions. Soit on considère que l'expérience n'est pas réelle, que c'est une hallucination, secondaire à un dysfonctionnement du cerveau qui manque d'oxygène. Il faut bien reconnaître que malheureusement, c'est la pensée dominante actuellement dans le monde scientifique et médical. Soit on considère, comme je le fais, et à ce moment-là on devient un dissident, que l'expérience est réelle, que ce n'est pas une hallucination. Alors pourquoi moi j'ai choisi cette option ? Par simple logique, parce que il y a des gens qui ont vu des scènes qui se trouvaient à proximité de leur corps physique
et même à distance, voire même à très grande distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionnait plus. Donc là, je veux dire, on est face à l'Everest et on dit qu'il n'y a pas de montagne, quoi. Donc il faut dire, non mais il est urgent de changer de paradigme par rapport au fonctionnement de la conscience, Oui. parce que la science a toujours évolué comme ça, s'adapter aux phénomènes observables. Ce n'est pas parce que des phénomènes observés ne rentrent pas dans les cadres que l'on s'est fixés que l'on doit botter en touche en disant c'est pas possible, donc ça n'existe pas, parce qu'on ne l'explique pas. Ben non, la science a toujours évolué comme ça, s'adapter à l'observable, et c'est ce que j'ai fait en proposant cette modélisation de CAC, de conscience analytique cérébrale, dissociée d'une conscience intuitive extraneuronale, pour expliquer l'expérience, et c'est ce qui est à la base de toutes mes hypnoses. Mettre en sourdine le cerveau pour avoir cette expansion de conscience, parce qu'en hypnose, on met en sourdine le cerveau, on ralentit l'activité électrique corticale cérébrale à 21 Hz à peu près, au moment où on se parle, là, tous les deux, on est à 21 Hz. Si par ces méthodes d'hypnose, on arrive à ralentir en dessous de 14, 13 Hz, eh bien, on va être dans une situation où on va avoir cette analyse qui va enfin cesser ce bruit de censure, ce bruit qui nous permet d'empêcher d'avoir toutes ces informations extraneuronales qui sont des informations extrasensorielles. La télépathie, la médiumnité, la vision à distance, le remote viewing, la voyance, les flashs sur le futur. Tout ça, on a en nous ces capacités, mais on les ignore parce qu'on les bloque, et on les bloque très tôt dans les apprentissages. Les parents bloquent leurs enfants lorsqu'ils racontent des bêtises, selon eux. Oui. Alors que les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ont des perceptions médiumniques, jouent avec des amis invisibles, ont des réminiscences de vie antérieure, et puis après, ils se font gronder par leurs parents, donc c'est bloqué, moqué par leurs camarades de classe, et tout est bloqué. Donc c'est pour cela aussi qu'on a 65%, d'après l'étude de Melvin Morse, de récits chez les enfants qui ont des arrêts cardiaques, alors qu'il n'y en a que 12 à 18% chez les adultes. L'explication est très simple. Les adultes ont bloqué les informations. Il est à peu près certain, moi je suis convaincu, qu'il y a 100% d'expérience. Seulement, les adultes bloquent, censurent les informations, et les enfants, 65%, une majorité d'entre eux, les racontent. Avec leurs mots, c'est vrai, parce qu'un enfant, il va pas dire... Dans un de mes livres, il y a un enfant qui dit « J'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul ». Bon, c'est pas un adulte qui va dire ça, il va dire j'ai vu l'être de lumière, j'ai vu Jésus. Enfin, il y aura forcément une coloration culturelle en fonction de sa connaissance et de sa philosophie, de sa religion. Mais en fait, on voit qu'ils sont tous allés au même endroit. Mais c'est comme si on prend un Russe, un Esquimau, un Chinois et qu'on l'envoie à Venise, il va y avoir 3 discours différents. Mais au bout du compte, on va se rendre bien compte qu'ils sont allés tous visiter la même ville. C'est un petit peu ça, l'expérience de mort provisoire. Et comment tu prépares cette approche de tes séminaires ou ateliers? Est-ce que les personnes se doivent préparer? Ils doivent avoir un objectif, des questions? Comment ça se passe? C'est très varié. Tu sais, je t'ai dit, il y a beaucoup de médecins qui viennent. Et c'est vrai, j'ai de plus en plus de médecins qui viennent, par curiosité, c'est vrai, parce que faire l'expérience. Et eux, ils ont leur cas qui mouline. Hein. Alors souvent, ils bloquent les informations et ils n'ont pas d'expérience. Mais statistiquement, d'ailleurs, j'avais fait une statistique là-dessus. Les gens qui étaient les plus habitués, qui étaient des scientifiques, c'est avec ceux-là que j'avais les moins bons résultats. Ok, oui. Parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher, ils sont là, ils vont analyser ce que je dis, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ils ne vont pas se lâcher. Mais bon, il y a des médecins avec lesquels ça a très, très bien marché, qui ont su faire taire ce bruit de leur mental. Mais il y a de tout, il y a beaucoup de jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent parce qu'ils sont intéressés par tout ce qui est nouveau et les expériences. Il y a beaucoup de soignants dans ma population, il y a toutes les religions. Alors c'est étonnant parce qu'il y a certaines religions, ils sont pas très pour le contact avec les défunts, par exemple. Eh ben ouais, ils viennent quand même et ils ont leurs expériences. Il y a aussi des gens qui sont en recherche parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Et c'est vrai que souvent, il y a une attente très forte. Et plus elle va être forte, et plus ça va bloquer. Parce qu'ils vont commencer à râler si ça vient pas tout de suite. Et en râlant, eh ben, ça y est, on est dans l'échec, on bloque l'expérience. Il y a des frustrations, c'est vrai, quand ça se produit pas. Il y a aussi des médiums, des magnétiseurs,
des guérisseurs qui sont intéressés par l'expérience et qui, pour une fois, ben, on dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est vrai, pour une fois, on s'occupe d'eux. Et il y a des médiums, alors eux, ils partent tout de suite en général, hein, ils n'ont pas besoin de moi d'ailleurs, ils viennent faire une expérience, mais elle est beaucoup plus probante que si quelqu'un vient comme ça et n'a aucune approche spirituelle. Il y a aussi, il y a de tout, il y a absolument de tout. Un jour, j'ai eu un routier qui était, je donne cet exemple parce qu'il est assez parlant et assez amusant, un routier qui vient dans mon atelier et puis je le vois, il était très très, on va dire, surpris de la façon dont on fait les choses parce que c'est vrai que c'est assez spécial. On fait ensemble un égrégore de protection, on fait une prière collective parce qu'on ne contacte pas l'au-delà n'importe comment. Donc, et ensuite on remercie nos guides, etc. à la fin. Donc il y a une protection qui doit se faire chaque fois qu'on contacte l'au-delà. On ne va pas contacter l'au-delà comme ça, c'est pas un jeu. Et là, je voyais déjà dans l'égrégore, il roulait des yeux. Et on a eu l'explication au débriefing. En fait, cet homme, alors c'était un gros gabarit, hein, il pesait plus du quintal, enfin vraiment le type voilà, qui est dans l'analytique. Hein. Et il était là, il regardait tout ça, et puis au moment du débriefing, il pleurait. Alors, il pleurait parce qu'il avait vu sa maman décédée. Et il nous dit, avec ces mots, je ne saurais pas refaire les phrases exactes, mais il nous dit avec ces mots, bah, je ne savais pas que c'était possible. Moi, je suis venu parce que mes copains m'ont fait comme une espèce de blague pour mon anniversaire. Ils m'ont offert cette place. Et moi, quand j'ai vu le prix, je suis venu, mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et maintenant, alors là, maintenant, vous m'avez chamboulé, docteur, parce que ma maman, je l'ai vue, elle m'a parlé. Il pleurait en racontant ça. Donc, je veux dire, il y a de tout. Il y a des gens qui n'ont aucune expérience du monde spirituel, il y a des curieux, il y a des scientifiques, il y a des gens qui sont en quête d'une réponse par rapport à un chemin de vie, il y en a qui viennent pour chercher une guérison par rapport à une maladie qu'ils ont. C'est un espoir, parce que j'ai aussi des résultats qui sont complètement inexplicables, hein, de guérison. Hein. J'en publie régulièrement sur ma page Facebook. Moi, en tant que médecin, je ne sais pas du tout comment ça marche. Hein. On pourrait parler d'effet placebo, j'en sais rien, mais ça marche. L'essentiel, c'est que ça marche. Voilà, il y a des magnétiseurs qui arrivent à guérir des zonas de façon, en tant que médecin, aucun médecin ne sait comment ça fonctionne, mais ça marche, les résultats sont là. Il y a des barres de feu qui arrêtent le feu, des brûlures chimiques, physiques ou de radiothérapie, et il y a maintenant dans certains centres de grands brûlés des listes d'astreintes de barreurs de feu parce que ça marche. Il ne faut pas être quand même complètement stupide. C'est pas parce qu'on n'explique pas les choses qu'on doit s'en passer. Moi, je considère que l'essentiel, c'est le résultat. Après, on croit ou on ne croit pas à la réalité de l'au-delà. On croit ou on ne croit pas à la réalité du contact avec les défunts. Moi, j'y crois, mais bien sûr. Sinon, j'aurais. Voilà. Moi, je suis presque dans le domaine de la connaissance. C'est pas de la foi, c'est de la connaissance. Parce qu'avec tous ces exemples que j'ai, franchement, il faudrait être bien bouché pour dire que ça n'existe pas. Hein. Ouais. Donc, oui, il y a absolument de tout. Et comment tu as développé ta méthode? Alors, ma méthode, elle est très personnelle. Hein. Bon, l'hypnose, je l'ai appris, je te l'ai dit, en bloc opératoire pour opérer des gens. Donc, c'est une méthode très efficace. C'est pas l'hypnose de rupture comme on voit dans la rue où la personne tombe, ni les spectacles de music-hall de Mesmer. C'est une hypnose profonde qui est progressive. Elle dure 1h30 à 1h45 maintenant. On fait des séances d'1h45. Et le scénario hypnotique est adapté à la finalité. Okay. Alors, en gros, il y a plusieurs hypnoses. Il y a ce que j'appelle l'accès au monde invisible par l'hypnose, qui était autrefois la transcommunication hypnotique, mais qui est devenue autre chose, de plus... compte tenu des résultats que j'ai obtenus en TCH, je me suis dit il va falloir complètement modifier le scénario pour adapter les résultats à ceux que l'on connaît déjà, pour renforcer les résultats positifs de ce qu'on a déjà obtenu en TCH. Donc en gros, la TCH, c'était clairement de reconstituer l'expérience telle qu'elle a été rapportée par les expérienceurs, à savoir la suggestion de sortie de corps,
le contact avec les défunts après le passage dans le tunnel, la revue de vie, etc. L'amour inconditionnel, et on revient ensuite, et ça dure 1h30, parce que c'est très progressif, c'est très doux, et puis chaque fois c'est accompagné de la musique d'Étienne Dupont. Étienne Dupont, c'est quelqu'un qui est passionné par ce travail, et il a tout arrêté pour se consacrer à m'accompagner dans ces séances d'hypnose. Alors, il est passionné, donc il va chercher les sons. C'est un chercheur lui aussi, donc il va pas faire des copier-coller. Il va lui-même enregistrer le bruit des vagues, le bruit des vents, des feuilles, les animaux, les petits oiseaux, etc. Donc, il fait un mixage avec une musique qu'il fait lui-même. Mhm. Et il s'adapte au scénario que je propose. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Et dans ce scénario, il y a des plages musicales où il n'y a que le son d'Étienne. Alors, le son aussi, il a beaucoup travaillé en fonction de ce que l'on fait en hypnose. Donc, il y a à peu près tous les trucs que l'on connaît en hypnose, hein, avec la confusion, avec les infrabasses, avec le son qui passe d'un côté et de l'autre. De la tête, avec aussi les sons binauraux, enfin tout ce qu'on connaît, quoi, pour Mhm. mettre en état de conscience modifié les patients. Et avec l'AMI, le son sort à la fois dans les casques que les Ouais. participants mettent et aussi par 4 gros haut-parleurs qui sont aux 4 coins de la salle. Donc ça n'existait pas non plus dans la TCH pour renforcer l'effet euh, confusionnel Ouais. nécessaire à l'hypnose pour que la CAQ lâche. Il faut que la CAQ, à un moment donné, le mental se dise mais je ne sais plus où j'en suis. Bon, alors, puisque je ne sais plus où j'en suis, je m'abandonne à l'expérience. Voilà, en gros, le Mhm. principe. Et là, ensuite, après cette heure et demie ou cette heure 45 maintenant d'hypnose, avant, il y a une présentation où j'explique comment ça marche, parce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'ils vont vivre. Et ensuite, donc, on fait le débriefing et on fait circuler le micro et les gens s'expriment pendant moins de 2 minutes, hein, chacun. Mhm. Parce que si on prend ne serait-ce que 2 minutes, ça ferait 1h30 de débriefing, donc ça va pas du tout. Il faut qu'en quelques phrases comme ça, ils disent ce qu'ils ont vécu et ensuite ils ont l'occasion de m'écrire et avec leur autorisation, je partage sur ma page Facebook leurs témoignages et les témoignages sont pas anonymes, donc on peut voir que ce sont bien des témoignages. Parce qu'au début, on me disait, mais c'est pas possible, c'est vous qui écrivez les trucs. Ah ben non, c'est pas moi qui écris les trucs. Donc les gens laissent leur adresse, mais, enfin leur nom et leur prénom. Là, ils Mhm. peuvent pas dire que c'est moi qui invente des trucs. C'est pas possible. Et puis il y a une autre hypnose que je pratique, ça s'appelle la PCH, la programmation cellulaire hypnotique, que je fais avec Eric Grange, c'est un autre organisateur, Oasis Voyage. Et là, ce sont des hypnoses que je fais dans les cinémas. Et ça dure toute une journée. Donc le matin, on fait une première séance d'hypnose d'1h30 qui s'appelle la déprogrammation cellulaire hypnotique, puisque l'ensemble s'appelle la programmation cellulaire hypnotique. Donc le matin, les gens vont être connectés aux informations de leur âme. Tout ce que leur âme a vécu dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures, et aussi en transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on va rechercher les traumatismes, les blessures, mais pas que, les bons moments aussi, ce qu'on a occulté dans l'adolescence, dans l'enfance, dans la vie adulte, mais aussi dans la vie embryonnaire, puisque l'âme est déjà incarnée, avec déjà des résultats qui sont très étonnants. Par exemple, une jeune femme s'est débarrassée d'une dépression qu'elle avait depuis des années parce qu'elle a vu l'origine de de sa dépression. Et c'est le principe de la psychanalyse. Quand on trouve l'origine, c'est ce que faisaient Freud et Jung, mais ils le faisaient dans l'enfance, la plupart du temps. Eh bien, quand on a retrouvé l'origine, quand on a trouvé le traumatisme initial, on est guéri. Et elle a guéri de sa tristesse parce qu'elle a vu une scène. Elle était dans le ventre de sa maman et sa maman recevait des coups de pied dans le ventre de son mari. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu valider cette information qu'elle ignorait totalement. Sa maman lui a dit, devant les faits, elle lui a dit, voilà ce que j'ai vécu en hypnose. Elle a dit, oui, c'est vrai, on t'a toujours caché ça. Enfin, je t'ai toujours caché ça, parce que son père n'aurait jamais voulu lui dire. Mais à l'époque, ton père était très jeune, et quand il a appris que j'étais enceinte de toi, il m'a donné des grands coups de pied dans le ventre pour me faire avorter. Voilà, donc ça peut pas s'inventer. C'était bien extra-neuronal aussi. Et puis aussi, on va retrouver les Ouais. traumatismes vécus dans les vies antérieures. C'est-à-dire que si on a une angoisse, une phobie, un mal-être par rapport à une situation donnée et qu'on en a l'explication dans un traumatisme vécu
dans une vie antérieure, en l'occurrence c'est souvent les circonstances de décès, Mhm. eh ben, on va avoir une disparition définitive de cette angoisse, de cette phobie, de ce mal-être par rapport aux situations données. Et on va aussi retrouver les traumatismes et les blessures de nos ancêtres qu'on véhicule dans nos gènes. Ben, l'épigénétique, c'est ça, hein, Oui. comme de grosses valises encombrantes, et aussi les choses qu'on ignore, et on a peut-être des talents cachés, on a peut-être des dons particuliers, parce que nos ancêtres, dans nos gènes, nous ont véhiculé un don de voyance, un don de guérisseur, un don, que sais-je, d'artiste. Ben voilà, on va avoir ces révélations à ce moment-là. Et ensuite, tous ces traumatismes, on va les envoyer dans la lumière divine, et on va, pas s'en débarrasser, mais les modifier. C'est-à-dire, on ne peut pas se débarrasser de ça. On va les modifier par le pardon et l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que toutes les blessures, tous les traumatismes vont devenir des alliés, en fait. Elles étaient là, toutes ces épreuves étaient là pour nous faire progresser. Nous sommes là pour progresser sur Terre. Et en fait, de ce fait, nos ennemis deviennent des amis, les blessures deviennent des caresses, etc. Il y a cette suggestion qui est faite dans l'amour inconditionnel de la lumière divine. Ça, c'est le matin et ça fait beaucoup de bien aux gens. Parce que le pardon, c'est ce qui nous manque. Oui. Pour arriver à guérir de toutes nos pathologies, il faut arriver à se pardonner à soi-même et à pardonner aux autres. C'est ça le leitmotiv, c'est ça l'origine de toutes les maladies, c'est les traumatismes, les blessures. Les transformer, ça permet de guérir certaines personnes. Et l'après-midi, on fera une autre hypnose qui va s'appeler la reprogrammation cellulaire hypnotique, où là, on va donner de l'énergie en se servant des chakras, en donnant de l'énergie dans des zones anatomiques que l'on sait faibles, malades ou fragiles, et puis aussi dans des zones anatomiques que j'ai choisies, parce qu'elles sont clés. Et puis on va refaire circuler aussi l'énergie en se servant des méridiens d'acupuncture. Et on aura aussi la possibilité d'envoyer de l'énergie à des gens qui sont malades ou qui sont en situation difficile. On va pouvoir, en suggestion, faire monter leur corps éthérique sur la table de cristal qui est suggérée pour que l'être de lumière vienne prodiguer ses soins. C'est comme une prière, en fait, et on sait l'efficacité de la prière d'intention. On va intercéder pour que les gens aillent mieux et déjà des résultats aussi là-dessus avec des choses très très surprenantes, très étonnantes. Moi, en tant que médecin, je suis vraiment émerveillé de tous ces résultats parce que, et puis, alors là, je me rends compte à quel point on est ignorant en médecine, hein, parce qu'on ne sait pas du tout comment arrivent les maladies. Hein. On ne sait pas du tout comment parfois elles guérissent au-delà de l'espérance. Quelquefois, il y a des guérisons qu'on qualifie de miraculeuses parce qu'on n'a pas l'explication scientifique et médicale. Donc, il y a tout ça et vraiment, ces séances de PCH, de programmation cellulaire hypnotique, c'est autre chose. L'énergie est beaucoup plus puissante parce que, au point de vue soins et guérison, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on le sent quand on fait les grégoires. Quand tu as devant toi 400 personnes qui sont dans la même intention de prière et de recueillement, je peux te dire que tes mains, elles vibrent. Parce qu'on fait comme ça, on met la main gauche vers le haut, elle reçoit les énergies, et la main droite vers le bas, elle les redistribue. Et on fait circuler l'énergie comme ça dans tout le groupe. Dès qu'on se branche, on sent l'énergie. Dès qu'on se branche, on sent un frisson, c'est un minimum, mais aussi on sent parfois de la chaleur, et souvent, très souvent, de la chaleur dans les mains, parce que l'énergie circule, parce qu'on a tous de l'énergie, et quand on a cette intention de prière, on arrive à canaliser les énergies. Et on a de la chance parce que dans ce public qui me suit, il y a souvent des magnétiseurs, il y a souvent des guérisseurs qui sont canaux et qui arrivent à recueillir l'énergie, s'en servir pour le donner aux autres. Et on le sent vraiment, l'énergie, ça pulse. Et toi, tu n'as jamais eu envie d'enseigner ta méthode à d'autres personnes, d'autres médecins? Ouais, c'est vrai. Si, en fait, si j'étais dans le business, c'est ce que je ferais, tu vois. Je ferais des écoles de formation. Je toucherai des royalties à chaque formation, à chaque pratiquant de ma thérapie, et je resterai tranquillement au bord de ma piscine là derrière, attendre que ça tombe. Mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des expériences et c'est faire vibrer les gens. Je me sens plus un talent là-dessus que un talent d'enseignant. Parce que ça me parle, voilà. Okay. Et puis on me dit, et puis je me sentirais pas, vraiment, je me sentirais pas, comment te dire.
légitime. C'est pas une recette. Il se peut que ce que je propose ne marche pas avec un autre praticien. Voilà, c'est là où je voulais arriver en fait. Ouais. Quels sont le rôle par exemple de l'intention, de ta pure intention? Quelles sont les caractéristiques que tu penses avoir pour que cette méthode qui n'est pas voilà scientifique entre guillemets, Ben non, c'est pas scientifique, c'est pas une recette de cuisine. ouais, Moi, je fais quelque chose qui parle à mon cœur. voilà, Je vais enseigner à un autre médecin ce que je fais. Ça va, si ça lui parle pas, ça va pas marcher. Par exemple, quand on fait cet égrégore de prière là, je sais qu'il y a pas mal de médecins qui vont pas la faire parce que ça leur parle pas. Moi, ça parle à mon cœur. La façon dont je le fais, c'est presque artistique. Tu sais, si tu fais une école pour chanter comme Michel Polnareff et que tu as les parfaits sosies de Michel Polnareff qui chantent exactement comme lui, ça sera pas Michel Polnareff. Donc, je pense qu'il faut que chaque praticien trouve sa voix, sa propre voix, tout en étant inspiré par d'autres approches. Donc, moi, je dis aux gens, mais faites comme moi si vous voulez. Moi, je ne vais pas prendre de droit d'auteur de quoi que ce soit, hein. D'ailleurs, voilà, s'il y a des gens qui demain, il y a une personne qui dit, voilà, moi je vais faire la technique du docteur Charbonnier, ben allez-y, hein. Moi je ne vais pas vous chercher des noix ou des poux là-dessus, je ne vais pas vous demander de l'argent ou quoi que ce soit. Je serais trop fier qu'il y ait des gens qui fassent comme moi, et je me dirais, ouais, il y a des gens qui se sont sentis inspirés par ce que je faisais. Et vraiment, c'est open bar, comme on dit, hein. Et, moi, je suis pas dans le business, donc ce que je recherche, moi, c'est des choses qui me font vibrer. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est de voir des gens vibrer par ce que je fais. Et là, vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur quand je vois des gens qui sont en larmes à la fin de mes hypnoses parce qu'ils ont reçu quelque chose. Voilà, ça me touche. Et là, je me dis, waouh, il faut continuer, quoi. C'est ça. Et puis, s'il y a des gens qui veulent faire comme moi, mais moi, je serais très heureux. Qu'ils fassent exactement la même chose que moi, je serais très, très, très heureux. Et je leur dis, allez-y. Je vais pas, et là, cette vidéo peut en témoigner, je vais pas leur faire un procès parce qu'ils font des choses comme moi. Voilà, au contraire, je serais très fier parce que je suis pas tout jeune, hein, je vais faire ça peut-être pendant encore 30 ans, mais c'est tout, hein. et on dit toujours justement quand on est thérapeute qu'il y a toujours quelque chose en nous qui nous transforme quand on est en train de donner à l'autre. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu ressens par rapport bon, ça te Ah, mais moi, ça me booste d'une façon incroyable. Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment tu fais? T'es pas fatigué? Tu fais, voilà, tu fais une journée, tu fais 3 journées d'hypnose consécutive. Quand je fais le PCH, c'est trois journées ou 2 ou 3. C'est 3 journées avec 300 personnes chaque fois pendant toute une journée. Et puis je recommence le lendemain et puis je recommence. Mais s'il y avait un quatrième jour, mais je le ferais parce que ça me porte. Les énergies des gens et les résultats que j'obtiens, ça me transcende. Et la fatigue physique, je la ressens pas parce que les énergies, elles sont là, mais on me les donne aussi. Les gens, quand ils partagent leurs trucs et qu'ils me disent tout ça, waouh, je me dis, mais vite qu'on recommence, quoi. Tu vois, c'est une passion un petit peu débordante, hein, parce que c'est vrai que ma vie familiale en pâtit parce que je suis pas souvent à la maison et je suis souvent en déplacement. Et mon épouse, elle me suit ou elle me suit pas. Et puis d'ailleurs, elle est pas trop dans ce truc. Elle a fait une hypnose avec moi et c'est drôle parce elle me dit, moi j'ai rien eu, mais j'ai entendu très nettement quelqu'un qui me disait, et c'était pas moi, hein, patience. ok. Et c'est exactement le mot qu'il lui fallait. Parce qu'avec moi, il faut mieux être patient. Oui, et puis avec la famille, c'est toujours compliqué, non? Parce que de le Alors moi, faire. j'ai de la chance d'avoir une famille qui est totalement ouverte et qui me soutient. Puisque par exemple j'ai 2 enfants, hein, ils sont mariés, leurs épouses sont charmantes, j'ai des petits enfants, j'ai 5 petits enfants maintenant déjà, et oui ils sont petits mais ils sont là, et déjà quand ils sont au bord de la piscine, je te dis pas le truc que ça fait, il faut avoir un sifflet à rouler, Tu les et, hypnotises pas, en fait. Ouais. mais c'est délicieux, hein, c'est des moments que j'adore. Mais mon fils Damien, il est infographiste à la Revue de l'Au-delà, où j'écris tous les mois quelque chose.
Mon autre fils, Laurent, il fait de l'écriture automatique et il est en contact avec le monde invisible régulièrement. Donc je veux dire, bon, ils sont tout à fait ouverts à ça. Mhm. Et ce qui est drôle, c'est que mon épouse, qui était la plus ouverte de tous, de toute la famille, au début, hein, quand j'ai commencé mes études de médecine, parce qu'on se connaît depuis le début de mes études, et elle était beaucoup plus ouverte que moi. Mais moi, mais tout ça, c'était du grand guignol. Je croyais pas du tout au contact avec le monde invisible. Je croyais pas du tout au médium. Je croyais pas du tout à tout ça. Ma femme, oui. Mais là, maintenant, voilà, c'est l'inverse, quoi, presque. Elle a fait aussi son chemin. Et, Ouais. et aujourd'hui, que nous dit la neuroscience sur l'hypnose, est-ce que on comprend vraiment ce qui se passe dans le cerveau pendant un état hypnotique ou justement ils comprennent Ben, pas trop? il y a beaucoup de personnes qui cherchent la solution dans le cerveau. Et j'ai fait plusieurs Oui. interventions avec Stephen Loret, le professeur Stephen Loret, une intervention télévisée, une autre lors du colloque qu'il y a eu sur la conscience à l'université de Liège, où on a fait une table ronde. Il y avait le docteur Pin Van Lommel, le professeur Loret et moi. Donc lui, il est persuadé que tout s'explique par le cerveau. Bon, il n'y arrivera pas, hein, le cerveau. Alors, ben oui, parce que je me demande d'ailleurs comment des gens aussi intelligents continue à croire que l'explication va être dans le cerveau. On sait tous que le cerveau ralentit pendant l'expérience de mort provisoire. Dans les 15 secondes qui suivent, je le répète, c'est important, dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau ne fonctionne plus. On n'a plus la capacité d'avoir une conscience expliquée par le cerveau. Voilà. Mais par contre, on a une expansion de conscience, on a des capacités beaucoup plus importante que lorsque notre cerveau fonctionne. Alors soyons logiques. Si on voit une voiture qui avance plus vite avec le moteur arrêté, est-ce qu'il faut continuer à chercher la solution dans le moteur? Ben, ça me paraît évident. Ça veut dire que c'est pas le moteur qui fait marcher la voiture. Mais là, c'est pareil. Si on a une conscience beaucoup plus performante lorsque notre cerveau s'arrête, ben, il ne faut pas chercher la solution dans le cerveau. Ça semble évident. Et pourtant, des gens aussi intelligents que le professeur Lauré pensent que tout va être expliqué par le cerveau, qu'un jour on aura l'explication. Alors il a beau fouiller le cerveau de fond en comble sous toutes les coutures, il n'est pas arrivé. Hein. Mhm. Et ça fait un moment qu'il y travaille pourtant, hein, avec des moyens financiers autrement plus importants que ce que j'ai moi pour montrer que la conscience est extra-neuronale. Hein. Ben voilà. Donc je pense que ça se fera par élimination. Il paraît qu'il commence à douter. Il paraît, moi je vois pas le doute, hein, parce que je le vois toujours à la une des magazines avec un petit cerveau en plastique au bout des doigts. Donc s'il avait, s'il avait un doute, il apparaîtrait pas comme ça. Et le cerveau, il le cacherait plutôt. Il mettrait un mouchoir dessus. Moi, je rêve de voir un jour le professeur Lauré. Peut-être que ça va m'arriver de mon vivant. Il aura un cerveau comme ça sur le, sur les mains, comme, mais il y aura un mouchoir dessus. Voilà. Ça va arriver un jour. Il va Mhm. s'apercevoir que c'est pas le cerveau qu'il a mis toutes ces années à chercher là où il fallait pas chercher, quoi. Voilà. Voilà. Et maintenant, justement, on a parlé du cerveau et quel rôle joue le corps dans ton exploration de la conscience? Penses-tu que travailler sur le corps permet de libérer des blocages émotionnels? Par exemple, maintenant, on a vu justement, il y a plusieurs techniques en travaillant le corps où on va toucher des zones émotionnelles, on va relâcher ces zones. Est-ce Hmm. que tu as réfléchi là-dessus aussi ou tu... Ah, moi je pense que le corps est très important parce que on arrive justement à couper l'analyse de tout ça euh, lorsqu'on arrive à avoir cette harmonie au niveau des cellules. On arrive à pouvoir générer de l'énergie pour donner l'énergie. Parce que nous sommes de l'énergie, hein. Nous sommes que de l'énergie. Et je le vois, les soins énergétiques, c'est quoi? Ben, les gens, quand ils ont, puisqu'on parle du corps, des soins énergétiques, dans mes séances, je leur dis, je les avertis avant. Si vous recevez des soins énergétiques, c'est pas tout à fait sympa. Pendant mes hypnoses, hein. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir ressentir des vibrations, avoir des flashs lumineux, avoir des chaleurs dans des zones spécifiques du corps qui vont être traitées, diffuses ou localisées,
des douleurs, des nausées, des vertiges, des migraines, des céphalées. Ouais, je dis, vous allez passer peut-être un sale moment, mais ne partez pas, parce que plus ça sera présent, plus ça sera envahissant et plus ça sera efficace. C'est les retours qu'on a. Et puis aussi, on a des gens qui se libèrent d'énergie négative. C'est le professeur Henri Laborie aussi qui l'avait dit. Il avait dit que dans les années 70, c'était un professeur de médecine. Il avait prouvé que les gens qui ne pouvaient pas réagir à leur stress en exprimant leur peur, leur colère ou leur tristesse, l'organisme se retournait contre lui-même et ont développé, par exemple, des anticorps contre ses propres organes. Et les maladies auto-immunes, la thyroïde Hashimoto, c'est la plus connue, mais il y en a d'autres. On déprimait son immunité, on faisait des maladies bactériennes virales et même des cancers. On hypersécrétait des catécholamines et on faisait des hypertensions, des infarctus, des insuffisances cardiaques ou des diabètes. Et le fait d'exprimer pendant mes hypnoses toutes ces énergies négatives, ça va en dégager l'organisme, en dégager le corps, ça va faire du bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir pleurer sans raison, éprouver de la peur, de la colère, de la tristesse, avoir l'impression qu'une forme noire sort de leur corps, être poursuivis par des monstres, traverser des paysages apocalyptiques. Enfin, voilà. Et si après ça, ils restent, c'est qu'ils sont courageux. Non. Mais je leur dis aussi, si vous avez ça, ça va vous faire du bien. Et les gens qui m'écrivent ça, ils me disent que, ah oui, docteur, voilà ce que j'ai eu. Alors, ils me racontent tous les trucs que je viens de dénoncer. Et ils me disent, mais depuis mon hypnose, je pète le feu et j'épuise tout le monde. Depuis mon hypnose, j'avais envie de rien, j'ai plein de projets. Depuis mon hypnose, je passais mes après-midi sur le canapé à regarder Netflix et maintenant, j'ai repris la marche. On est de l'énergie. Et dès que cette énergie tombe, on tombe malade. Et quand il n'y en a plus, on est mort. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les personnes qui s'occupent euh, de rebooster cette énergie par l'intermédiaire du corps, en faisant des exercices, en faisant la respiration, enfin que sais-je. Il y a tout un tas de coachs spirituels ou santé bien-être qui font beaucoup de bien aux gens. Et toutes ces personnes qui ont une vision holistique du patient, devraient travailler en complémentarité, non pas en substitution bien sûr, mais en complémentarité avec la médecine que l'on pratique à l'hôpital. Parce que nous, à l'hôpital, on fait quoi? On est des mécaniciens d'organes, c'est tout. Par exemple, quand il y a un cancer qui arrive quelque part, c'est un point rouge qui s'allume, un voyant rouge d'alerte. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la chimiothérapie, on fait de la radiothérapie, on fait de la chirurgie. Il faut le faire, bien sûr, mais ça suffit pas. Parce qu'il y a un autre voyant rouge qui va arriver si on ne s'est pas occupé de la cause. Donc, toutes ces médecines holistiques qui agissent en amont et en aval du voyant rouge, il faut les mettre en valeur. Il faut qu'on arrive à trouver un système de médecine intégrative où ces médecines dites alternatives, elles sont dites alternatives alors qu'elles sont très importantes, travaillent en symbiose avec la médecine mécaniste que l'on fait à l'hôpital. Mais bon, c'est compliqué parce qu'il y a des pouvoirs médicaux, il y a des chasses gardées, il y a la chasse aux sorcières. Donc c'est dommage parce que ça se fait au détriment du malade. Et nous, on a tout intérêt à fonctionner ensemble dans l'intérêt du malade, si on considère l'intérêt du malade et pas les intérêts financiers, le business de Big Pharma, etc. Et il y a des personnes qui retournent, ils font plusieurs workshops avec toi ou Oui. Alors on a, comme on dit, une clientèle, on va dire. Mais alors on avait peur de ça au début. Au tout début, ça c'était dans les 2 premières années parce il y avait beaucoup de gens qui revenaient et on s'est dit il faudrait pas qu'ils tombent dans l'addiction quand même voilà. parce que là on leur rendrait pas service. On a dit bon, on va les surveiller ceux-là et on va limiter. On va limiter parce qu'il y a des gens qui peuvent pas s'inscrire parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce que je suis tout seul à faire ça, donc évidemment. Oui. Et qui râlaient. Oui, c'est toujours pris. Il y en a qui en ont déjà fait 3. Moi, j'arrive pas à en faire une. Bref. Mais après, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces gens, au bout d'un certain temps, ils arrêtaient d'eux-mêmes. Il y avait une espèce d'autorégulation et il n'y a jamais eu d'addiction. Et pourtant, on a dépassé maintenant 50 000 participants. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Il y a une autorégulation. Et je crois que les interdictions, c'est pas bon, quoi.
Au nom de quoi on dirait à quelqu'un, toi tu en fais 3, toi tu vas en faire 2, toi tu vas en faire une par mois, toi une par an, toi une par semaine. Les gens le savent. On a tendance à infantiliser les gens, mais ils le savent même. Leur cœur va leur parler. Au bout d'un moment, ils vont dire stop, ou alors ils vont dire j'ai encore un truc à faire, il faut que j'y aille parce que j'ai encore un truc à savoir, à connaître, et ce moyen va me permettre de le connaître. Alors pourquoi on dirait à cette personne, non, toi tu as trop fait, tu reviens plus. Voilà. Il y a une autorégulation. Très franchement, on n'a jamais vu d'addiction à mes hypnoses. C'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent, hein. Il y a des gens qui tous les ans viennent faire leur hypnose dans la même ville. Ben, ça leur va. Je vais pas leur dire non. Parce qu'on bouge, hein. Je ne suis pas dans la même ville. On bouge parce qu'il y a des gens pour limiter les frais, parce que c'est vrai que on peut comprendre, hein. Déjà la séance, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Si en plus il faut rajouter une chambre d'hôtel, il faut rajouter le restaurant, il faut rajouter voilà le déplacement en avion. Il y a des gens qui viennent de très loin. Ce week-end, il y avait une dame qui est venue du Maroc, tout spécialement pour ça. Il y en a une qui était venue de Nouvelle-Calédonie, c'est Ouais. à l'autre bout de la terre, pour faire ça. Et j'ai dit, mais vous venez pas que pour ça quand même. Ben si, je viens que pour ça. Et elle est venue à Nantes en plus, et il a fallu qu'elle fasse de Nouméa à Paris, et ensuite qu'elle vienne à Nantes en train, et elle repartait le lendemain à Nouméa. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui roulait sur l'or, elle faisait le toilettage pour chien à Nouméa. Donc voilà. Et je lui ai dit, bon, moi, j'ai dit, vous savez, ça marche pas à tous les coups. Elle voulait voir son frère. Bon, il se trouve que ça a marché, tant mieux. Son frère est arrivé. Il avait toujours sa cigarette aux lèvres. Et il avait les mains derrière le dos. Il a fait un pas vers elle. Il a dit, qu'est-ce que tu fous là? Comment t'es venu jusqu'ici? Et puis il est reparti. Et ça y a suffi. Ça lui a suffi. Elle était folle de joie. Elle a dit, il est venu. Mais c'était tout à fait lui. Il était comme ça, mon frère. Il était complètement nonchalant. Et dans la vraie vie, il se comportait comme ça. Il était étonné de me voir. Et puis il est reparti. Mais maintenant, je suis sûr que l'au-delà existe et qu'il est de l'autre côté. Voilà, ça me suffit. Elle est repartie à Nouméa. Elle était contente. Des Super. gens qui viennent du Canada, des gens qui viennent de... Ouais, ouais, il y a des gens qui viennent vraiment de très très loin pour faire ces séances, parce que, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Mhm. Et est-ce que accessible à tout le monde, ou il y a des personnes à qui tu déconseilles de participer? Alors, au début, on avait dit, on va pas prendre les gens qui sont sourds. Ok. Et puis, et puis on a eu une dame sourde de naissance, elle a tellement insisté, on l'a prise. Et elle a eu une expérience formidable, elle a fait 3 régressions. Et alors on lui a demandé comment. Elle a dit, ben, je me suis branché sur les énergies de la salle. De temps en temps, dans mon casque, par conduction osseuse, elle sentait des vibrations. Elle n'entendait rien du tout ce que j'ai dit, hein. Donc c'est dire l'importance que j'ai dans le truc. Ouais. Ça rend humble. Mais elle a décollé, elle a fait son expérience. Voilà. Oui. Elle a dit, ce sont les énergies qui m'ont porté. Après, bon, c'est sûr que les gens qui sont en décompensation psychiatrique et qui sont en traitement et qui ne sont pas équilibrés, on déconseille, bien sûr. Les gens qui sont trop dans l'émotion aussi, qui ont peur de... euh, alors, les deuils récents, on me pose souvent la question. Ben non, c'est pas une contre-indication, parce que il y a des gens qui ont vu leurs êtres chers quelques jours après, ils sont venus à la séance. Ils savaient pas au moment de l'inscription que cette personne, un conjoint ou autre, allait décéder. Il décédait entre-temps, 2 ou 3 jours avant, et ils le voient dans l'expérience. Oui. Donc, je crois que les médiums disent, ils ont raison, il faut attendre 6 mois, soi-disant pour que l'entité monte, etc., soit dégagée. Mais c'est pas ça. La véritable motivation, j'ai discuté avec beaucoup de médiums, c'est pas ça, parce que l'entité, elle est déjà là tout de suite, hein. Elle est déjà sur l'autre plan, et on peut la joindre. Mais il y a le côté émotionnel de la personne, du client des médiums, qui est trop dans l'émotion, et il vaut mieux attendre que l'orage émotionnel soit passé, avec les phases traditionnelles, hein, du deuil, la révolte, enfin voilà, le marchandage, et puis la dépression et puis l'acceptation, que Enzel avait bien identifié, pour que on soit dans l'acceptation, pour enfin faire ces séances. Mais non, moi je pense qu'il n'y a pas de règle. Tu Mhm. sais, il y a une médium qui est venue chez moi en réanimation. Elle s'appelle Christelle Dubois,
elle avait fait les tests parce qu'elle rentrait en contact avec les comateux dans mon service. Et avec des choses très surprenantes qui est dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, j'avais répertorié ses expériences. Elle était venue aussi en bloc opératoire avec moi où elle rentrait en contact avec les personnes sous anesthésie générale. Ah, ça, c'était intéressant parce que elle pouvait valider ensuite l'information. Et c'était intéressant parce que la personne anesthésiée, par exemple, je crois que le mieux c'est de donner un exemple. Une personne qui est anesthésiée, la médium est là, dans le bloc, elle parle pendant l'opération, sans déranger trop le chirurgien, bien sûr, mais très favorable à ce que je fais. Et sinon, il ne l'aurait pas laissé rentrer. Et elle dit à un moment donné, oh, cette dame, elle a peur, elle ne veut pas se faire opérer, elle a peur à cause de son fils. Et là, le chirurgien manque lâcher le bistouri, il n'en croit pas à ses yeux, à ses oreilles plutôt, parce que cette information est exacte. Il dit, oui, madame, c'est vrai, on a à 3 reprises différé son intervention qui n'était pas urgente parce qu'elle a un fils handicapé. Donc ça, elle ne pouvait pas le savoir. Et on est allé ensuite la voir en salle de réveil, et la médium lui a parlé, parce qu'elle n'avait pas eu accès à elle avant. Hein. Elle n'avait plus accès au dossier, elle ne connaissait rien d'elle. Et la dame dit, mais moi, non, l'anesthésie, pour moi, c'était un trou noir, je n'ai pas dialogué avec vous, je ne vous ai pas donné d'informations, je ne sais pas comment vous savez ça. Donc c'est sa conscience délocalisée qui avait dialogué avec elle, et elle fait des travails aussi, travail avec des Alzheimer, c'est pareil, l'entité est déjà partie, et on peut s'adresser à elle. Ah oui, je disais ça parce que, par rapport à la précocité, pas Christelle Dubois, mais si Christelle Dubois était, puisqu'elle a abandonné maintenant, elle était aide-soignante et elle faisait le toilettage des morts. Et dans ces toilettages, elle avait tout de suite l'entité qui était là. Par exemple, elle raconte dans un de ses livres, puisqu'elle a écrit aussi des livres, j'en ai préfacé un, et elle dit... je faisais donc je prenais les affaires qui étaient dans le sac m'avait remis la famille et l'entité me dit n'oubliez pas de mettre mon béret et mes bretelles. Et bien dans le sac il y avait le béret et les bretelles. Donc voilà. Donc l'entité est très vite joignable hein, et c'est pareil en hypnose. Hein. On a très vite, très précocement le contact. Super. Et tu as déjà beaucoup transmis, mais si tu pouvais faire avancer un seul point dans la recherche sur l'hypnose, ce serait lequel? Sur la recherche, bon, après, est-ce que c'est très important de faire des recherches scientifiques sur ces expériences? Moi, au début, je le croyais, puisque je voulais faire valider cette thérapie. Donc, on pourrait faire, oui, des IRM du cerveau. J'avais proposé à Stephen Loret, j'avais dit, moi, j'ouvre mes portes au Coma Science Group et on peut faire, voilà, je peux mettre sous diplôme, même venir à Liège dans son service et puis mettre quelqu'un sous hypnose et puis on va voir ce qui se passe au niveau du cerveau. Bon, on va faire des IRM, ça sera très joli, mais alors quoi? Ça va montrer quoi? Que le cerveau ralentit? Ouais, on le sait déjà. Qu'une partie va s'allumer plus que l'autre? Oui, alors, quand Stephen Loret avait fait son intervention à l'université de Liège, il nous avait présenté un magnifique diaporama avec en 3D, ça tournait comme ça sur l'écran, on voyait le cerveau, les zones qui s'allumaient, ils s'éteignaient, tout ça, c'était très beau. Hein. Et alors Pin Van Omen, qui est malicieux, c'est lui qui a donc fait cette plus grande étude hein, sur les EMI qui a été publiée sur Lancet avec 433 patients qui ont été donc étudiés par lui. Et c'est la plus grande étude qui a été faite jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres. La thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée de François Lallier, c'était 118 patients, c'était moins. Et on en a trouvé 18 qui avaient fait l'expérience classifiée selon les critères de Grayson. Et donc lui, il lui dit, Pin Van Omen, vraiment c'est très joli tout ça, hein, ce que vous nous avez montré, je suis très impressionné. Mais ça sert à quoi? Il lui dit. Il était embêté pour répondre. Et toute la salle arrive parce que oui, c'est très beau, mais ça sert à quoi? Bon, moi je pense très honnêtement qu'on n'a pas, il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas les outils scientifiques. C'est trop subtil. On n'a pas les outils scientifiques. On est face à un phénomène qu'on ne peut pas mesurer, que l'on ne peut pas reproduire, mais qui rend service aux gens.
Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait beaucoup d'autres médecins, d'autres des hypnothérapeutes ou des personnes qui fassent la même chose que moi, mais avec leur personnalité. Donc ça ne sera pas la recette du docteur Charbonnier, ça sera autre chose. Je sais déjà qu'il y en a qui font ça très très bien. Ça peut être une expérience chamanique, ça peut être une expérience hypnotique, mais d'une autre façon. C'est pas une recette. La recette que j'ai, moi, elle est sur mesure, elle me correspond à moi. Mais c'est Oui. pas forcément, je le répète, celle qui va marcher avec un autre praticien. C'est pour ça, je me sentirais euh, dans l'imposture de commercialiser une école d'hypnose, tu vois, qui d'amis accès au monde invisible par l'hypnose ou de PCH ou de high concept. Je fais aussi de high concept. Mhm. Ça, c'est autre chose. High concept, hyper immersion géolocalisée hypnotique. Ce sont des hypnoses que je fais et qui sont dans des lieux. Alors, parce que je me suis aperçu que les gens aussi pouvaient connecter les mémoires des lieux. Dans Ok. les hôtels, il y avait des scènes qui s'étaient passées bien spécifiques et on a pu valider les scènes telles qu'elles avaient été vécues ou vues par les gens sous hypnose. Alors ça aussi, je m'y attendais pas. Donc du coup, j'avais fait une demande à l'univers, je lui ai dit, ben, j'aimerais bien faire ça ailleurs que dans les hôtels. Ouais. Et l'univers, tu sais, quand tu es sur la bonne voie, il t'envoie les bonnes personnes. Oui. Et je terminais ma conférence, c'était un colloque, c'était au Grand Rex à Paris. Et à la fin de ma conférence, il y a un homme qui vient me voir et me dit, voilà, je m'appelle Eric Grange, je dirige une agence de voyage à vocation d'éveil spirituel qui s'appelle Oasis Voyage, et je sens que nous avons des choses à faire ensemble. Ben oui, ça, on en a fait des choses, puisque la PCH et puis les voyages. Donc on est parti dans des lieux Oui. où il y a des énergies et j'ai beaucoup de chance parce que avec Eric on fait des choses improbables. Il arrive à privatiser des lieux parce que évidemment je peux pas faire des hypnoses au milieu des touristes avec des bouteilles de Coca-Cola qui hurlent. Non, c'est pas possible. Donc on privatise les lieux, on les ferme au public et on a pu ainsi privatiser tout le site de Luxor par exemple pour faire l'expérience. La pyramide de Khéops, j'ai pu faire l'hypnose dans la chambre mortuaire de Khéops, euh, toute l'île de Philae, le temple d'Isis, le Sphinx. Ça paraît fou, hein, mais on était entre les pattes du Sphinx. Normalement, on ne peut pas l'approcher, le Sphinx. Oui. On est parti aussi en Grèce. Et puis, j'étais sur les traces d'Asclépios, qui était un ancien confrère qui, il y a 3000 ans, faisait des hypnoses dans des temples avec des soins énergétiques. Donc, on est allé dans les mêmes conditions avec mon protocole hypnotique et les gens ont reçu des soins dans les mêmes conditions qu'il y a 3000 ans, avec des résultats étonnants. Et aussi, on est allé il y a quelques semaines de ça, on était de nouveau en Grèce, où il y a cette fameuse grotte de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, où Saint Jean a entendu la voix de Dieu pour la première fois. Et là, bien sûr, il y a eu des choses qui se sont passées pendant l'hypnose. Et il y a eu aussi d'autres voyages qui ont été faits au Cambodge, où j'ai pu faire des hypnoses dans le temple d'Angkor Wat pendant 1 heure. J'étais dans le temple. C'est magnifique tout ce qui arrive là. On est allé aussi sur des crop circles en Angleterre, demander des contacts intergalactiques sous hypnose, avec des résultats étonnants. On est allé en France aussi, puisqu'en France, près de chez moi, là tu vois derrière moi, c'est l'Ariège. Il y a beaucoup d'énergie en Ariège, et on est allé dans des lieux que je connais, près de Rennes-le-Château, Bugarache, j'avais repéré des lieux énergétiques. On a pu privatiser toute la grotte de l'Ombrive, qui est la plus grande grotte d'Europe. Et on pourrait, par exemple, pour te donner une idée, la salle où on a fait l'hypnose, le sol est comme des alvéoles lunaires où on peut se lever pour l'hypnose, c'est très bien. Et on pourrait contenir la cathédrale Notre-Dame de Paris Ouais. dans cette salle, pour te donner la dimension de cette salle. Et puis là, je vais partir demain, je pars en Égypte, où on va faire d'autres expériences sous hypnose, avec les dauphins cette fois, puisque on va donc se mettre sous hypnose, demander une connexion intuitive, extraneuronale avec la conscience des dauphins, et on va ensuite plonger, et on va attendre qu'ils viennent nous voir, parce qu'on ne va pas aller vers eux. Il faut qu'ils viennent nous voir. C'est ça le test, puisque on ne va pas aller déranger les plonger avec des zodiacs Oui. sur le dos des dauphins. On va faire autre chose. On va attendre qu'ils viennent vers nous. Mhm. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, hein, mais
Voilà, Moi, je pense que oui. quel Hein? rôle a justement de l'attente? Parce que souvent on dit que si on a des attentes, la chose va pas marcher. Donc comment tu gères? Donc tu vas dans des lieux incroyables avec justement beaucoup d'énergie, beaucoup de aussi ouais, c'est difficile de pas se créer des attentes. Ah ben bien sûr, Et là, bien sûr. justement, je pense qu'il faut maximum s'en débarrasser des attentes parce que sinon, Ben, c'est toute la préparation parce que on va pas faire l'hypnose comme ça, clac, et ça marche. Il y a toute une préparation. Avant chaque hypnose, il y a au moins 1 heure de présentation. ok, Et dans cette heure de présentation, j'explique bien aux gens ce que c'est que la conscience analytique cérébrale. Et qu'il faut être dans le complet lâcher prise. Il faut rien attendre. On n'est pas là pour attendre un contact avec un défunt. On n'est pas là pour attendre un soin énergétique pour une guérison, pour attendre un conseil pour un chemin de vie. On est venu faire une expérience. Après, c'est l'univers qui va décider. oui, Et l'univers va décider quelle expérience sera bonne pour soi au moment où on l'a fait. oui, Avec des déceptions, mais quelquefois, des déceptions qui se métamorphosent. Par exemple, je faisais une hypnose à Toulouse, et il y a une jeune femme qui vient avec une attente forte. Elle venait de perdre son mari et son fils décédé, dans le même accident de voiture. Donc, bien sûr qu'elle était venue, on dit qu'il ne faut rien attendre, dans l'espoir d'avoir un contact avec ses êtres chers disparus. Et au moment du débriefing, elle nous dit sa déception, sa frustration, sa tristesse, parce que non seulement elle ne les avait pas vus, perçus, entendus ou quoi que ce soit, mais il s'était rien passé pour elle. Et 1h30, quand il se passe rien, c'est long. Elle avait simplement eu les mains qui s'étaient mises à chauffer. oui, Et moi, je lui avais dit, c'est une information orpheline, enfin je les appelle comme ça quand il n'y a qu'un seul truc. C'est une information orpheline, ça veut dire que c'est très important pour vous. Vous avez sûrement de l'énergie dans les mains, il va falloir vous en servir. Eh bien, cette jeune femme, on l'a revue 2 ans plus tard, toujours dans la même ville, à Toulouse, et elle nous dit que cette première hypnose, dans la deuxième hypnose, elle avait pour le coup vu son mari et son fils, il faut croire que c'était pas le moment la première fois. Sa première hypnose avait totalement changé sa vie, parce qu'elle s'était effectivement aperçue qu'elle avait cette capacité, elle l'ignorait totalement, de soigner les gens avec ses mains, et cette activité était devenue tellement importante dans sa vie, elle avait tellement de monde à s'occuper, elle travaillait bénévolement, mais les gens la payaient, on donne ce qu'on veut, donc les gens la payaient. Elle avait dû abandonner son ancien métier et vivre de ça. Elle vit de son métier, puisque c'est devenu un métier. Elle est magnétiseuse, guérisseuse, en raison de cette seule petite information. Donc c'est pas tellement la quantité d'informations qui oui, compte, c'est ce qu'on en fait. oui, Et puis je dis aussi par rapport au bénévolat, alors on dit souvent, ce sont des dons de Dieu, il faut pas faire payer, mais c'est idiot, la médiumnité aussi, parce que si on tarifie pas ces prestations, ça veut dire que on est obligé de faire un autre métier, parce qu'il faut bien manger, il faut bien vivre, il faut bien se nourrir, il faut bien avoir un toit et s'habiller. Bon, si c'est raisonnable, c'est normal de se faire payer, parce que sinon, euh, ça empiéterait sur le temps où on a ce don, où on a cette capacité, et on le ferait autre chose. C'est dommage de faire autre chose, puisqu'on a ce don. Donc il faut que... Oui, moi ça me choque pas du tout que des séances de médium ou de magnétiseur soient tarifées. Il y a beaucoup qui se sentent pas légitimes, le syndrome de l'imposteur. Et ils disent, mais non, moi on m'a donné ça, je veux pas... si on lui a donné ça, c'est pour qu'il s'en serve. Et la meilleure façon de s'en servir, c'est précisément d'en faire son métier, enfin il me semble. Parce que oui. sinon, on va devoir faire autre chose et ça passera en second plan. Mhm. Voilà un petit peu comment je vois Ouais. les choses. Et qu'est-ce que tu as appris au fil de ton parcours sur la nature humaine grâce à ces états modifiés de conscience? Ah ben j'ai appris que la nature humaine était beaucoup plus vaste, beaucoup plus. Ça donne une vision optimiste de l'humain parce que on a en nous ces capacités, les capacités de médium, de guérisseur, de voyant, de télépathe. On les a en nous. Mm. On est vraiment des êtres beaucoup plus performants que ce que l'on pense. On n'est pas que ce petit corps avec ce petit cerveau. On est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Tu as écrit de nombreux ouvrages et il serait difficile de tous les citer ici. Le dernier, publié en 2020, s'intitule J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. Peux-tu nous dire ce que tu as voulu transmettre à travers ce livre? Alors, le titre, c'est mon éditeur qui a tenu absolument
avoir un titre vendeur parce que effectivement, quand on voit un médecin anesthésiste, docteur Charbonnier, qui écrit avec un titre Il a envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, on se demande ce qu'il a fait. Alors on tourne la quatrième de couve et on lit. Et au moins on accroche le lecteur comme ça. Oui. Voilà. Et là, bon, on achète ou on n'achète pas, mais déjà, quand on regarde la quatrième de couve, il y a tellement de bouquins. Bon, c'est un titre un petit peu subversif. À Mhm. l'époque, il y avait 10 000 personnes, c'est vrai, et maintenant il y en a plus de 50 000, donc il y a eu beaucoup d'expériences entre-temps. Mhm. Et là, bah, j'ai expliqué un petit peu les premiers résultats que j'ai obtenus en hypnose. Mhm. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas le livre de référence, celui-ci, hein. Quel est ton livre de référence ou les livres, tes livres préférés? Mes livres préférés, ben, c'est toujours le dernier, Les pouvoirs cachés de l'invisible, parce que celui-là, je parle à la fois de la TCH, je parle de la PCH, je parle du high concept, et maintenant ça va être l'AMI. Et voilà, donc là, je parle un petit peu de tout. J'aime bien aussi un autre livre où je parle des tout premiers résultats avec une étude analytique que j'avais faite avec un statisticien universitaire à l'époque où je pensais publier dans le Lancet ou Nature l'article, puis qui montrait l'action thérapeutique de mes hypnoses et qui s'appelle Contacter nos défunts par l'hypnose. Et Mhm. qui est chez Guy Trédaniel, où il y a toute l'étude hein, qui était vraiment faite très sérieusement. Et j'ai pas eu, évidemment, encore une fois, les masques sont tombés pendant la Covid, puisqu'on a vu que tout était pipé, en fait, et on n'allait pas faire voilà, la publicité indirecte d'une thérapie alternative qui va à l'encontre des intérêts de Big Pharma. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été publié, autre que dans mon livre. J'aime bien aussi un livre qui s'appelle Cette chose qui existe maintenant en poche, qui avait été publié chez First et qui est donc en poche, où là il y a année après année la progression, comment j'en suis arrivé à étudier les expériences de mort imminente, quelle est l'expérience qui m'a déclenché cette envie, comment ensuite j'ai transformé les choses pour faire l'hypnose. Enfin, tout est, si on veut savoir quel a été le chemin intellectuel qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est un bon livre. C'est vrai qu'il y en a eu 22 livres déjà, et voilà, j'aime bien, oui, évidemment, euh, les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, ça a été mon best-seller qui a été traduit dans 13 pays. Et là, il est même distribué aux États-Unis, au Japon et en Russie. Celui-là, ça a été le best-seller. J'aime bien aussi La mort expliquée aux enfants, Mhm. parce que, mais aussi aux adultes, hein, c'est le sous-titre qui existe maintenant en version illustrée, parce que ce livre, il a été traduit aussi dans plusieurs pays, mais c'est surtout les professeurs d'école qui m'ont touché. Ils m'ont dit enfin un outil pédagogique pour aborder le sujet, parce que la mort, on ne veut pas en parler à l'école, hein, parce que tout de suite c'est relié aux religions, on sait les drames qui se passent lorsqu'on parle de religion à l'école. Ben là non, c'est laïque, je veux dire, il n'y a pas de religion. On dit simplement aux enfants, voilà, il y a des gens qui sont morts, qui sont passés de l'autre côté, voilà ce qu'ils ont vécu de l'autre côté, et voilà comment ils ont transformé leur vie. Et puis il y a eu la suite aussi avec la vie expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes. Et voilà, parce qu'on sait à peu près maintenant comment ça se passe, et les enfants sont tout à fait capables d'entendre ce discours. Moi, ce qui m'a le plus interpellé dans ces expériences, c'est l'état de sérénité des gens au moment de la mort. Parce que quand tu te vois au-dessus de ton corps et que tu comprends que tu es mort, c'est pas forcément gai, c'est pas forcément, bah, oui, encourageant pour la suite. Et on peut avoir peur, on peut se dire, on peut être triste aussi d'avoir quitté tout ce qu'on aime, et on sait qu'on ne reviendra pas. Et tous les gens qui étaient dans cette situation, ils savaient pas qu'ils allaient revenir à ce moment-là précis. Eh ben, ils n'étaient pas tristes. Ils étaient plutôt dans une espèce d'état d'euphorie, parce que d'abord, il y avait plus de douleur, ça, bon, d'accord, en fin de vie, c'est pas toujours sympa, mais surtout, les gens comprenaient qu'ils étaient vivants. Parce que nous, on a l'impression qu'être vivant, c'est avoir un corps. Ben, c'est pas ça, être vivant, c'est être conscient. Et ils sont même plus conscients que quand ils étaient dans leur corps. Jean Morzel le disait, quand j'étais de l'autre côté, je comprenais tout sur tout, maintenant je comprends plus rien, sauf que j'ai compris à un moment donné.
Donc ça veut dire que c'est un espoir formidable. Et puis, ça dégage aussi, par rapport aux objectifs de vie, ça dégage les frustrations. De connaître ces états de conscience modifiés. Parce que il faut dire que les gens qui vivent ça sont dégagés des valeurs matérielles de cette planète. Et ils changent beaucoup. Il y a 70% de divorces dans les 10 ans qui suivent l'expérience quand même, c'est pas rien. Parce que le conjoint ne reconnaît plus la personne. Qu'est-ce qui fait nos personnalités? C'est nos objectifs de vie. Les objectifs de vie changent parce que l'être de lumière, de l'autre côté, il te dit pas combien tu as sur ton compte en banque, quelle est la superficie de ta maison, combien de personnes tu diriges dans ta vie. Il te dit comment as-tu aimé les autres, comment as-tu aidé, comment as-tu aimé les autres. C'est ça notre véritable mission de vie, donner de l'amour inconditionnel aux autres. Et on en est loin parce que les parents, à leurs enfants, ils leur disent jamais si tu veux être heureux plus tard, il te faut aimer tout le monde sans attendre de retour. Ils leur disent au contraire, dans ce monde de compétition, il va falloir y aller. Il te faut être le premier, gagner beaucoup d'argent, même s'il te faut marcher sur la tête des autres. Enfin, c'est pas aussi violent que ça, mais presque quand même. En subliminal, c'est un peu ça. Hein. Et il n'y a que la réussite sociale qui compte, c'est un peu ça quand même. Donc on fait des générations de frustrés, parce que si l'objectif d'une vie, c'est collectionner de la matière, être représenté par de la matière, on peut être que dans la frustration parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en a plus que toi et ça va susciter de la jalousie, de la haine, de la colère, de la peur, de la tristesse. Enfin, tous les éléments négatifs viennent de cette compétition imbécile. Et la mort devient un drame puisque c'est la disparition de la matière et du même coup, la vie devient absurde puisqu'elle consisterait à accumuler de la matière. Donc, expliquer la mort aux enfants en leur disant voilà ce qui se passe de l'autre côté, voilà ce qu'on nous dit de l'autre côté, voilà comment il faut transformer sa vie en fonction de cet enseignement, eh ben, c'est très riche parce que ça peut faire du bien. Donc oui, c'est 2 livres, La mort expliquée aux enfants et La vie expliquée aux enfants aussi, qui ont eu qui continuent d'ailleurs. C'est des long-sellers, comme dit mon éditeur, parce que tu sais, maintenant, c'est des best-sellers. Ça fait 100 000 exemplaires et puis pouf, terminé 4 mois. Après, il n'y a plus rien. Mais là, non, ça continue. On en vend tout le temps, parce que c'est devenu un livre de référence. Et quand on a des enfants qui se posent la question, ou même il ne faut pas attendre, parce que les enfants, et heureusement d'ailleurs, ils vont être confrontés au décès de leurs animaux ou de leurs grands-parents, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils partent avant. Donc forcément la question va se poser, mais il vaut mieux y réfléchir avant. Et c'est un bon outil, parce que quand ils sont dans l'épreuve, dans la colère, c'est pas peut-être pas à ce moment-là qu'il va falloir le faire, c'est en amont de tout ça, en ayant eu des discussions à table, en famille, ou même pour des tout petits enfants au lit. Il y a des mamans qui m'écrivent en me disant, moi je lis un chapitre à mon fils, il a 7 ans, et il est très demandeur, et je lui lis un chapitre le soir, parce qu'il se fait marre, il veut pas lire, et je lui lis un chapitre de vos livres, et ça lui fait beaucoup de bien. Ben, moi aussi, ça me fait du bien que les gens me disent ça. Donc ça prouve que ces expériences sont utiles. C'est vraiment une thérapie. D'ailleurs, il y a mon ami et confrère Éric Dudois qui travaille en soins palliatifs à la Timone, qui se sert des livres pour pour encourager les gens qui sont dans ces états particuliers. Il m'envoie aussi certains de ses patients qui sont encore valides en soins palliatifs pour faire des séances. Quand je suis à Marseille, il m'envoie des gens pour faire des séances d'hypnose. Donc oui, c'est un formidable espoir de savoir que une fois cette vie terrestre terminée, eh ben ça va pas s'arrêter là, quoi. Oui. Ça continue. Oui. Oui, ça continue. Voilà. C'est extraordinaire. Et pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui nous écoutent parfois en quête de sens ou confrontés à la maladie ou doute et à l'invisible? Ben, il faudrait qu'ils lâchent cette obstination qu'on a tous à penser que ce qui est le plus important dans notre vie terrestre, c'est la matière. Parce que le monde matériel s'écroule. On le voit. Il suffit d'ouvrir la télé ou de lire les journaux. Le monde matériel est en train de s'écrouler. On est en pleine mutation. Il y a un monde beaucoup plus spirituel qui est en train de naître. Les valeurs spirituelles atteignent maintenant des records. Hein.
puisque ouais, on a besoin de marques, on a besoin de repères, et le monde spirituel, c'est vraiment la solution. On est en mutation. Tout le monde le dit, les médiums, enfin tout le monde, tous ceux qui sont sûrement qui écoutent cette émission et qui sont aussi dans cette énergie-là, sur cette chaîne, le constatent. On est en pleine mutation, un monde nouveau s'ouvre, et il faut nous aussi ouvrir son cœur pour accepter cette mutation avec joie. Mhm. C'est la joie, c'est la spiritualité, c'est le bonheur, c'est tout ça qui va, et l'amour surtout, qui va sauver la planète. Et quand on a des contacts avec le monde extraterrestre aussi, on en a eu, c'est le message qui nous passe. Il n'y a que l'amour qui pourra vous sauver. Mhm. Voilà. Donc là, il voit sur un petit grain de matière des formes vivantes qui s'agitent, en pensant être les seuls dans l'univers, un petit peu stupide quand même, quand on connaît les dimensions. D'ailleurs, on ne connaît pas au moins 2000 milliards de galaxies. Hein, voilà. Et là, on est sur un petit grain de matière, on s'agite, on pense être les seuls, les plus intelligents, on détruit le seul endroit où on peut habiter puisqu'on ne sait pas voyager, et en plus on se tue régulièrement entre nous, et ils nous disent, désolé, mais voilà le résumé. Hein. On n'a pas de souci à se faire en ce qui concerne une invasion de monde extraterrestre. Ils n'en ont pas du tout envie. Ils nous trouvent infréquentables et trop primitifs. Et ils nous disent il est temps de changer. Et il n'y a que l'amour qui pourra vous sauver. Donc c'est vrai qu'on en est loin quand même. Hein. Ouais, Mais bon, on y va. On y va. Et donc oui, s'il fallait donner un mot de la fin, voilà, c'est l'amour qui pourra nous sauver. Et c'est la valeur essentielle de ce passage terrestre. super. Merci beaucoup Jean-Jacques pour tout ce partage. C'était Avec une joie. expérience et puis félicitations pour tout ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Et moi, je laisserai tous tes contacts dans les show notes de cet épisode. Et pour en savoir plus justement sur les ouvrages et les conférences que tu organises un peu partout en France et aussi à l'étranger, je laisserai justement tous les liens dans la description de l'épisode. Depuis une semaine, non, 3 semaines, Ok. il y a un site. J'avais pas de site. Bon, voilà. Ah, Alors maintenant, tout est sur mon site. Il est très simple, c'est jean-jacques-charbonnier.com. Et tout se tient, et Charbonnier avec un seul N. Et super. là, tout est voilà, rassemblé là. Sinon, il y avait de multiples sites, et j'ai voulu tout rassembler. Mais mon activité littéraire, d'hypnose, de voyage, etc., tout est sur le site. Super. Ça Merci facilite. beaucoup. Merci à toi. Et si ce podcast vous a justement parlé, pensez à le partager autour de vous et laisser un avis ou un commentaire. C'est précieux et cela permet à cette conversation de continuer à vivre au-delà justement des frontières, partout. Donc merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Tu m'as donné Bisous envie à comme tous. ça de participer à tes workshops, à tes ateliers. Et je suis sûre qu'on va, comme ça, se rencontrer quelque part. Donc, Merci. à Au bientôt. revoir.